L'ambition de faire une introduction à la plasmonique, de faire un panorama de ce qu'on peut faire en plasmonique, on peut commencer à faire. Et je commence par un petit pêle-mêle de plasmonique. Tous ceux qui ont assisté à un cours de plasmonique ou à un exposé ont toujours vu cette coupe de Lycurgue du IVe siècle, qui est un petit peu la présentation entre guillemets tarte à la crème de la plasmonique. Donc ce roi du IVe siècle britannique, dans les îles britanniques, qui a subi la colère de Dionysios et donc, le roi Lycurgus. Et donc son destin a été tragique, mais il est relaté sur cette coupe de verre qui a la particularité d'être bichromatique, comme on parlera un petit peu. Donc évidemment, c'est des plasmonistes sans le savoir. Ça a une descendance de cet art-là, c'est Bernard Perrault. Ça, je pense, c'est Catherine qui nous en reparlera. Donc c'est un verrier français du XVIIe siècle qui a découvert, ou qui a volé, ou qui a, je ne sais pas, en tout cas, il y a des intrigues dessous, le secret pour introduire de l'or, nanoparticules dans des verres, et faire toute une collection de vases, dont maintenant la suite c'est Baccarat, plus ou moins indirectement, qui continue encore ce savoir-faire. Donc, on a découvert ensuite, on passe au niveau scientifique, c'est Faraday, 1857, qui lui découvre que ces couleurs rouges sont données par des nanoparticules en solution colloïdale. Et là, on commence à aller vers les nanosciences, vers donc, nanoparticules de 100 nanomètres, avec ces courbes d'absorption de plasmon, dont on va beaucoup parler. Et dont on se rend compte qu'en plus, elles absorbent à une longueur d'onde donnée. Donc si elles absorbent l'énergie lumineuse, elles vont transformer en un autre type d'énergie, ça fait un échauffement. Et donc ça, c'est le point de départ des thermothérapies et des différentes thérapies qui sont mises en œuvre depuis quelque temps. La nano-optique s'en est emparée et on arrive ici, ça c'est des cartes de champ électromagnétique qui montrent que si on se débrouille bien sur la forme de nos objets, on peut arriver à concentrer sur les jaunes rouges le champ électromagnétique et donc maximiser les effets de plasmonique à certains endroits. Donc ça c'est tout l'aspect des nano-antennes. Plasmonique, il y a aussi le prisme avec cette petite pellicule d'or qui est un capteur plasmonique qui a donné le plasmon qu'on appelle propagatif, dont je parlerai aussi, et avec l'application des biocapteurs. En fait, quand on fait ce petit panorama-là, on a parcouru les deux familles de résonance de plasmon, la LSPR et le SPP. Donc Localized Surface Plasmon Resonance, donc c'est le plasmon localisé, et SPP, Surface Plasmon Polariton, donc qui est l'autre plasmon, le plasmon propagatif, dit propagatif. Donc mon cours va avoir deux parties sur ces deux plasmons. Un petit aperçu historique pour se rendre compte d'où ça vient. En fait, la plasmonique, on en parlait beaucoup depuis les années 2000. Quand on regarde les publications, elles ont explosé. Il y a eu une très forte augmentation à partir des années 90 peut-être. Mais tous les soubassements et l'avènement, ça remonte à beaucoup plus loin. Ça remonte aux personnes qui s'intéressaient les premiers au plasma, donc cet état de la matière dans lequel les électrons sont séparés du noyau ionique, parce que c'est très haute température, et en particulier les lampes à décharge, et ça c'est 1927, le premier qui s'est vraiment intéressé à ces questions-là, et on retrouve de façon inattendue Langmuir. C'est un article de Langmuir et Tonks en 1929 où il regarde quelle est l'interaction entre la lumière et les électrons à l'intérieur des lampes à décharge, donc les tubes à néon, autrement dit. Et c'est lui qui va poser cette première pulsation plasma dont on va entendre parler. Ensuite, il faut attendre l'après-guerre pour que quelqu'un, donc une thèse, un doctorant, David Pines et son directeur de thèse, regarde vraiment, fasse l'analogie entre ce qui se passe dans un plasma et un métal. Un métal, c'est comme un plasma. Alors, c'est pas du tout comme un plasma parce que c'est cristallographique, donc cristallin, donc les atomes sont tous à une place bien fixée. Par contre, il y a certains électrons, les électrons libres, qui, eux, ont la liberté des électrons dans les plasmas. Et ils proposent de décrire ces électrons comme un gaz d'électrons.
Donc c'est eux qui, le premier, font la description des états électroniques collectifs dans les métaux. En 1956, le mot plasmon arrive pour décrire ce quantum d'énergie associé au plasma. Et 57, c'est appliqué aux ondes de surface. Et c'est là où on trouve vraiment l'oscillation plasmon qui nous intéresse. Elle est proposée comme une hypothèse. La vérification expérimentale, elle vient en 68 avec Otto et Reiter, dont on va reparler, qui sont les premiers à avoir réussi à exciter optiquement cette onde plasmon de surface. Et c'est resté encore confidentiel à ce moment-là, relativement confidentiel, jusqu'à ce que, confidentiel dans le sens où c'était un objet d'étude scientifique cloisonné aux plasmonistes, c'est resté, ça a vraiment démarré lorsque Bo Lindberg, en 1983, a proposé l'application de la SPR, donc de cette résonance de plasmon de surface, pour détecter des biomolécules, et ça a été le début en fait du surface plasmon de polariton, SPP 83. En parallèle, la plasmonique localisée, des nanoparticules, elle est liée à la découverte du CERS, le rarement exalté de surface. On s'est rendu compte que la sensibilité du raman pouvait être énormément augmentée due aux rugosités d'une surface métallique, et ça a été relié au plasmon. En 1973, Smithard fait la première observation de cette résonance de plasmon localisée, excitée par la lumière, mais c'est interprété en 1978 par ces deux personnes-là, et donc, à travers cette article. Je ne rentre pas dans les détails, vous l'avez dans le livret si vous voulez les données plus précises. Et la description théorique, c'est 1985, Kraivik. Alors, en fait, là aussi, quand on regarde les articles sur le plasmon localisé, on dit depuis 1908, Gustav Mie nous parle du plasmon dans les métaux. C'est vrai que c'est lui, Gustav Mie, qui a développé la diffraction par les petites particules métalliques. Et ce qui manquait, c'était la bonne description de la perméabilité diélectrique, et en assemblant les deux, on arrive à la description totale. Voilà, bibliométrie, c'est simplement quelques chiffres. 1990, quand on regarde le nombre d'articles qui ont plasmon dans leur sujet ou dans leur titre, 130 articles, 2002 on multiplie par 10, 1370, 2015 on a 7880. On s'intéresse à ce sujet-là, sachant que le plasmon, on trouve aussi des biologistes à travers le plasma du sang, et il y a un truc qui s'appelle plasmon aussi chez les biologistes. Alors maintenant, j'avais promis un QCM pour garder l'attention, parce qu'il est quand même 14h30 là, et j'ai eu des transports à beaucoup de textes. Donc, ce qui m'intéresse, je vous ai mis dans le petit livret ce QCM. Ce que je voudrais, donc les 6 questions, 3 ici et 3 ensuite, pour vous tester un petit peu comment vous en êtes dans cette connaissance du plasmon. Donc je vous lis les questions, et c'est à vous de cocher, et après je regarderai. On ne va pas ramasser, c'est pas la peine de mettre ce nom, le nom du voisin. Alors, qu'appelle-t-on plasmonique? Donc, 3 réponses, enfin une réponse possible. C'est une émission du monde électromagnétique, c'est-à-dire l'émission d'un photon, par une nanoparticule métallique déclenchée par l'effet de pointe. Autre possibilité, c'est l'étude de certaines ondes du champ électromagnétique qui se couplent avec des ondes de charge. Et troisième possibilité, c'est la propriété des électrons libres des métaux de se déplacer en bloc sous l'effet d'une tension appliquée. Je continue dans les questions, puis après on fera juste. Donc, deuxième question. L'onde plasmon de surface peut être excitée sur des films d'or. Comment l'observe-t-on, cette onde plasmon? Donc, comme c'est une onde de champ proche, on ne peut pas l'observer. On ne peut l'observer qu'avec un microscope à très fort grossissement. Deuxième possibilité, on l'observe en pointant un laser sur un prisme et en recueillement le signal de fluorescence.
troisième possibilité, on ne peut pas l'observer directement en champ lointain, et quand l'onde placement est excitée, le faisceau d'excitation s'éteint. Vous pouvez demander à votre voisin. Donc, troisième question. Donc on distingue habituellement deux familles d'ondes de placement, donc ce que je disais, la LSPR et SPP. Classer les termes suivants dans une des deux familles. Donc placement polariton, nano-antenne plasmonique, LSPR, onde évanescente, terce, type enhanced Raman scattering, et placement propagatif. Alors, question 4, c'est pas fini. La coupe de Lycurgue est une coupe de verre du IVe siècle qui présente un effet bichromatique, c'est-à-dire deux couleurs différentes en transparence et en réflexion. Comment explique-t-on ce phénomène? Première réponse, le verre contient des nanoparticules qui ont un fort pouvoir de diffusion de la lumière pour une longueur d'onde comparable à son pouvoir d'absorption optique. Deuxième réponse, les nanoparticules génèrent un effet d'interférence optique, ce qui explique les variations quand on change de mode d'éclairage, c'est-à-dire éclairage de l'intérieur ou éclairage de l'extérieur. Troisième réponse, ce verre contient un mélange de nanoparticules et de luminophores fluorescents qui sont activés sous certaines conditions d'éclairage. Question 5. Quelle est la couleur d'une suspension de nanoparticules hors sphérique? Elle est verte, rouge ou jaune? Enfin, sixième question. Les nanoparticules d'or sont activement étudiées pour leurs applications thérapeutiques, notamment pour le traitement de certains cancers. Comment la plasmonique intervient-elle dans cette application? La plasmonique, par l'effet de nano-antenne, génère des champs proches intenses qui agissent comme un nanoscalpel pilotable. Ou bien les nanoparticules ont un effet bactéricide et sont utilisées pour stimuler certaines tumeurs. Et enfin, une nanoparticule concentre l'énergie lumineuse, en absorbe une partie et provoque un échauffement très local. Alors, on va faire le corriger. Donc, qu'appelle-t-on plasmonique? En fait, la bonne réponse était la 2. Donc, c'est des ondes de champ électromagnétique, une onde optique, qui va se coupler avec une onde de charge, donc d'oscillation des électrons. Donc, voilà, ça vous fait un point ou 0. En général, on envers qu'on enlève 2 points quand c'est faux, on aura plus 1 quand c'est juste. Parce que sinon, alors, dans la deuxième, donc l'emplacement peut être cité sur les films noirs, comment l'observe-t-on? En fait, c'est la question 3, la réponse 3. On peut l'observer directement en champ lointain, mais quand l'onde plasmo-excitée, c'est le faisceau en fait, réfléchi qui s'éteint. Alors, les deux familles de plasmons, alors il y a la LSPR d'un côté, donc plasmon polariton, ça appartient à la famille 1, SPP, surface plasmon polariton. Nano-antenne plasmonique, ça c'est plutôt lié à la LSPR.
donc c'est la famille 2, LSPR c'est la famille 2. Onde évanescente, elle est créée dans le cas de placement polariton, c'est la famille 1. Terce type Nonce-Raman scattering, ça c'est une propriété de la LSPR, donc c'est plutôt la famille 2. Et placement propagatif, c'est la famille 1. La coupe de Lycurgus. Alors la bonne réponse était la 1. Ouais. Donc c'est, j'en reparlerai, en fait, c'est un équilibre entre diffusion et absorption. Donc c'était la 1. Donc la couleur d'une suspension de particules d'or sphérique, c'est évidemment le rouge. Et les nanoparticules pour les thérapies contre le cancer, c'est un échauffement local, donc c'était le 3. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les réponses alternatives. Alors, qui est-ce qui a eu 6 réponses justes? 1, 2, 3, 4. Ça me fait plaisir. Si tout le monde avait levé le bras, j'en suis bon. J'arrête le cours ici. Et 5 juste. Ok. Et 2, et en dessous de 3, 3 et 3 compris, le reste, a priori. Je pas le 4. Ok, donc ça c'est non. Parce que, en fait, ces 6 questions, c'est le plan de mon cours. Donc c'est ça que je vais développer là dans ce qui vient maintenant. Je vais passer en revue ces différents aspects. Alors, première partie, électrons dans les métaux. Ça, on a besoin pour traiter, quelle que soit la famille de placements qui nous intéresse, savoir en fait comment décrire un électron, les électrons dans les métaux. On va considérer un atome d'or, 79 électrons, et quand cet atome est sous forme de réseau cristallin, donc un cube à face centrée en l'occurrence, on peut distinguer parmi ces 79 électrons, la majorité sont des électrons liés, donc qui vont rester attachés au noyau, et il y en a quelques-uns, les électrons S en particulier, 6S de l'or, qui vont être libres et vont se comporter comme dans un plasma, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et ce qu'on se demande, c'est comment, si cet électron-là, je l'étire un petit peu sa position d'équilibre, par exemple en vous mettant un champ électrique, un champ E, le champ E va venir, déplacer cet électron, et si le champ s'arrête, comment cet électron va revenir à sa position d'équilibre. Ça, c'est le modèle de l'électron élastiquement lié, qui est naïf. Un électron attaché avec un élastique tournant autour d'un noyau, mais il permet quand même d'arriver à capturer quelques idées de ce comportement des électrons dans les métaux. C'est ce qu'on appelle donc, le modèle, le gaz électron libre. Faisons un petit raisonnement avec des énergies. Donc j'ai mon électron, je l'étire un tout petit peu de sa position d'équilibre. Quelle est l'énergie qu'il va acquérir? Cette énergie, en fait, elle est donnée par l'énergie électrostatique. C'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q2 sur R. Q2, donc j'ai un noyau positif, un électron, c'est moins E multiplié par E. Et R0, l'ordre de grandeur, ça va être l'ordre de grandeur du rayon atomique. Ce rayon atomique, il est lié à la densité d'atomes par centimètre cube. Et je peux l'exprimer, un ordre de grandeur, comme 1 sur la racine cubique de N, de cette densité N. Voilà, ils sont également répartis, et c'est assez logique. Plus la densité va être forte, plus le rayon va être petit. Voilà. Donc, ça me donne une première estimation de cette énergie électrostatique. Naïvement, donc j'ai tiré cet élastique, je lâche l'électron et il va avoir cette vitesse. Au moment où son énergie électrostatique est minimale, il va avoir transmis cette énergie électrostatique à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, on peut l'écrire comme 1 V2,
si c'est un électron qui orbite avec une pulsation oméga, en fait, V, c'est oméga R0 au carré. Et donc avec ça, j'ai l'énergie cinétique. En disant que l'équilibre, c'est un équilibre entre l'énergie électrostatique et l'énergie cinétique. Donc quand je l'étire au maximum, il y a une vitesse 0, il y a l'énergie électrostatique maximale, puis après il revient vers le centre, l'élastique entre guillemets est détendu, donc il n'y a plus d'énergie électrostatique, elle est uniquement cinétique. Donc c'est la conservation de l'énergie qu'on écrit, hein, autrement dit. Et en faisant ce calcul-là, on arrive à montrer que oméga, il s'écrit Ne2-2ε0m, et c'est la bonne façon, la bonne description, la bonne ordre de grandeur plutôt, de ce qu'on appelle la pulsation plasma du métal, c'est-à-dire cette fréquence propre d'oscillation des électrons dans un gaz d'électrons tel que peut décrire un métal. Et c'est ça qu'a démontré Tonks et Longwy en 1929. Et cette pulsation de plasma, elle est essentielle si on veut comprendre comment une onde électromagnétique, c'est-à-dire rayon X, lumière ou autre, interagit avec un métal. Donc cette pulsation de plasma, on la retrouvera toujours en plasmonique oméga P. Il faut faire attention, c'est plasma, pas plasmon. Regardons maintenant donc, comment est-ce que, là j'ai considéré un champ électrostatique, je prends maintenant une onde, donc c'est un champ électrostatique oscillant, donc cette onde, champ E, va mettre en mouvement les électrons. À ce moment-là, c'est comme si je déplaçais les charges légèrement par rapport à l'équilibre, et on voit apparaître ce qu'on appelle une polarisation P, c'est la polarisation de la matière, quand on lui applique un champ. Cette polarisation P, elle s'écrit comme P égale epsilon 0, donc la constante de la permittivité diélectrique du vide, 1 plus epsilon facteur E. C'est ce epsilon-là qui est crucial quand on veut décrire la réaction d'un métal à passage d'une onde. Donc il est lié à la façon dont les électrons vont venir se déplacer autour de leur position d'équilibre suite à cette perturbation qu'offre le champ électrostatique ou électromagnétique, le champ oscillant. Et donc epsilon de oméga, c'est cette grandeur permittivité diélectrique qu'on va voir arriver tout le temps, qu'il faut arriver à décrire le plus précisément possible si on veut arriver à décrire comment le métal réagit sous l'effet d'une onde. Et c'est en mettant cette description correcte de epsilon de oméga dans la théorie de Mie de 1920-1908 qu'on arrive à décrire correctement le plasma. Il faut ces deux ingrédients-là. Et toute cette description, c'est toute la physique du solide qu'on peut traiter de façon classique, mais il faut très vite aller vers les modèles quantiques pour avoir une description précise. Et moi, je n'irai pas dans les modèles quantiques. On va rester sur le modèle le plus simple qui existe sur le marché, qui est le modèle de Drude. Le modèle de Drude consiste à dire que le métal est constitué d'un gaz électron indépendant qui interagissent entre eux par des collisions. Tandis que les noyaux, eux, sont les charges de plus qui ne bougent pas. Elles sont suffisamment lourdes, un noyau plus sous l'effet d'un champ électrostatique, électromagnétique, devrait bouger, évidemment. Mais comme ils sont très lourds, que le champ oscille très rapidement, ils sont globalement immobiles et seuls oscillent les électrons sous l'effet du champ. Avec ces modèles, avec ces hypothèses, ça fait partie des modèles qu'on fait calculer en physique en première ou deuxième année, et on les réutilise jusqu'en cinquième année, en fait. On peut arriver à avoir une expression de la permittivité diélectrique qui va s'écrire en fait très simplement. Donc epsilon infini, c'est proche de 1, moins oméga p carré sur oméga. Donc oméga, c'est la pulsation, c'est la fréquence d'oscillation de l'onde. L'onde optique, c'est 10 puissance 15 Hz, le oméga, c'est une très haute fréquence. Donc oméga, facteur d'oméga plus I gamma. Gamma, c'est le facteur de collision, c'est les collisions des électrons entre eux. Si je peux négliger les collisions, à ce moment-là, ça simplifie, on a oméga epsilon moins oméga p sur oméga 2. Ce modèle va nous permettre en fait, de centrer comment fonctionne la plasmonique. Ce modèle, il est relativement naïf, mais si vous regardez, alors, epsilon, c'est une fonction qui dépend de oméga, ça va dépendre
la longueur d'onde de la lumière, l'énergie de l'excitation lumineuse. Et c'est une fonction qui peut être complexe. Donc complexe, ça veut dire qu'il peut y avoir un déphasage, c'est-à-dire que quand le champ oscille comme ceci, les électrons ne vont pas osciller exactement en même temps, il y a un petit décalage, et ce déphasage apparaît dans la partie imaginaire. Donc la partie réelle de oméga, vous avez en rouge le modèle de Drude, donc vous voyez qu'en fait les points expérimentaux noirs et la courbe rouge sont quand même très proches les uns des autres. Par contre, quand on regarde la partie imaginaire, la courbe rouge, elle se décale très fortement de la partie expérimentale autour de 400-500 nanomètres. Donc ça, c'est dans le cas de l'or. Et c'est là où vient toute la richesse de l'or, de cette façon. Ça explique pourquoi l'or est jaune, et ça explique pourquoi l'or est un métaux qui absorbe la lumière en bleu et qui absorbe aussi le plasma, on en reviendra. Mais déjà, dans un premier temps, avec ce epsilon de Drude, on peut avoir quelque chose de l'or. Alors, on a décrit les électrons dans le solide, comment est-ce que les électrons vont osciller sous forme d'un champ électromagnétique. Maintenant, on va regarder, alors tout ça c'est des choses de 1930. Qu'est-ce qui fait que la plasmonique elle est arrivée que dans les années 1960 ou 68 en fait, avec Otto et Kretschmann, c'est le fait que l'onde plasmon-surface est une onde évanescente. Alors regardons permittivité diélectrique de Drude, ce modèle, donc epsilon Drude égale 1 moins oméga p sur oméga 2, et il faut savoir que epsilon est lié à l'indice optique. Donc l'indice optique, donc n, epsilon égale n carré. Autrement dit, n égale racine de epsilon. L'indice optique, c'est l'indice optique du verre, c'est 1,5, voilà, c'est un réel. Ça dépend légèrement de la longueur d'onde. Quand on est dans des métaux, ça dépend plus fortement. Donc on va s'intéresser aux racines, la racine de epsilon. C'est ça qui va permettre de comprendre les propriétés optiques. Indice optique, propriété optique. Donc racine de epsilon, c'est racine de 1 moins oméga p sur oméga 2. Et vous voyez tout de suite que là il y a le moins, donc ça peut être négatif. Et racine d'un nombre négatif, ça fait un imaginaire pur. Et c'est là où arrive la complexité des choses. Donc prenons une onde lumineuse incidente, E1 égale E0, donc c'est le vecteur exponentiel I, K0Z moins oméga t, donc c'est une onde plane progressive qui se propage sur une direction Z avec une pulsation ou une énergie oméga. Si je regarde comment cette onde arrive dans un métal, donc voilà, elle est dans le vide, une certaine pulsation, une certaine longueur d'onde, je vais vous passer dans le cas où oméga est supérieur à oméga p. À ce moment-là, oméga sur oméga p c'est plus petit que 1, donc cette partie-là va être positive, donc l'indice n est bien positif. Donc l'onde dans le métal, elle va s'écrire, alors devant le vecteur d'onde, il faut que je rajoute maintenant dans un milieu l'indice n, elle s'écrit exponentielle i nk0z moins oméga t. Ce que ça va avoir comme influence, c'est de faire changer la longueur d'onde quand cette onde va pénétrer le métal. Donc ça, c'est si oméga est supérieur à la pulsation plasma. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on est inférieur à la pulsation plasma? Oméga inférieur à oméga p, et donc ça c'est négatif. Donc le n va devenir imaginaire. Donc si c'est imaginaire, là j'ai un i multiplié à un autre i, ça fait un signe moins. Donc je vois apparaître le E2, le champ dans le métal, va s'écrire E0 exponentielle moins, alors bêta K0, Z, exponentielle I oméga t. On n'a plus de terme propagatif, on n'a qu'un terme qui est une exponentielle décroissante. Et donc ce qui se passe, c'est que l'onde, en arrivant sur le métal, en fait elle est réfléchie, mais il y a une petite partie de l'onde qui va venir mourir à l'intérieur du métal avec une profondeur de pénétration qu'on appelle l'épaisseur de peau et qui est liée par bêta K0, donc 1 sur bêta K0, c'est l'épaisseur de peau. Et ça, c'est ce qui se passe si oméga est inférieur à oméga p. Et c'est ce qui se passe dans tous les métaux avec la lumière, parce que les métaux ne sont pas transparents, la lumière ne vient pas le traverser, la lumière est réfléchie, mais en réfléchissant, elle laisse des morceaux, un petit morceau d'onde évanescente qui va être à l'intérieur du métal. Et c'est ces ondes-là qui sont très intéressantes, parce qu'il faut regarder les ordres de grandeur.
Regardons d'abord quelle est la valeur de oméga P. Quand on prend un métal comme du sodium, dans lequel les électrons, le modèle de Drude marche très bien, la oméga P vaut 6,05 électronvolts. Donc ça fait quelque chose dans les 250 nanomètres, donc c'est de l'ultraviolet. Quand on est sur l'or, passons directement à l'or, oméga P vaut 9,03 électronvolts, et ça fait, je l'ai marqué, 137 nanomètres. Donc c'est de l'ultraviolet déjà assez dur. Donc j'ai un composant oméga inférieur à oméga P, ça veut dire, supérieur à oméga P, ça veut dire toutes les énergies supérieures à 9 électronvolts, donc toutes les longueurs d'onde inférieures à 130 nanomètres vont pouvoir pénétrer l'or. Donc toutes les énergies supérieures, c'est-à-dire tout le visible, ne va pas pénétrer l'or et va donner lieu à cette onde évanescente. Et quand on calcule ce facteur 1 sur bêta K0, on trouve une profondeur de pénétration de 30 nanomètres. Une trentaine de nanomètres, ça c'est l'épaisseur de peau, et c'est là que tout va se jouer. En fait. Et c'est là où se jouent ces ondes plasmons, qui sont des ondes qui sont confinées dans une surface, sur des ordres de grandeur de 30 ou 50 nanomètres. Et c'est ça que, alors, comme les équations, c'est toujours un peu plus difficile, que je vais essayer de vous montrer par une expérience, de faire des ondes évanescentes. Alors, c'est pas évident parce que l'onde évanescente, évidemment, elle va se propager dans l'autre milieu sur une profondeur de pénétration de l'ordre d'une cinquantaine de nanomètres. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas la voir directement. Pour la recueillir, en fait, il faudrait mettre une fibre qui arrive à cette distance-là. Alors, ça c'est le risque des manips. Ce que j'ai, c'est un prisme. Donc j'ai deux prismes. Donc un prisme à 45 degrés, un prisme rectangle en fait, deux prismes rectangles identiques, et mon pointeur laser. Donc si, donc là le prisme numéro 1, si j'envoie le laser sur le prisme, alors il y a c'est ce prisme-là que j'ai, je vais sauter les parties. Donc, ça fait référence aux expériences que Newton a pu faire au début sur les prismes. C'est le premier à s'être intéressé vraiment, alors pas à la décomposition de la lumière, c'était connu avant, mais à comprendre les lois avec les indices de réfraction. Il se posait à l'époque la question de savoir, la lumière est-il une onde, est-ce que ce sont des petites particules, et comment comprendre la façon dont la lumière va changer de direction, se réfracter à travers des milieux transparents comme du verre. Le prisme, vous savez qu'il est, en fait, la réfraction est définie par un angle critique, l'angle de réfraction limite. Si je suis au-delà de cet angle-là, j'ai une réflexion totale, et si je me mets avec un angle un peu plus faible, donc quelque chose qui vient comme ça, je vais avoir la réfraction. Et dans ce cas de la réflexion totale, c'est là où il peut se passer quelque chose derrière le prisme. Et en fait, il se passe effectivement quelque chose qui est ce qu'on appelle l'effet Gauss-Henschen, qui était donc, découvert par Hermann Fritz Gustav Gauss et Hilda Henschen, je ne sais pas en quelle année. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait très très attention à regarder le trajet de ce faisceau complètement réfléchi, et ils se sont rendus compte que le faisceau était très légèrement décalé, c'est-à-dire il continuait comme s'il sortait, et pour re-rentrer derrière le prisme. Donc c'est un décalage
entre la direction avec laquelle on envoie le faisceau et puis celui auquel on le récupère. C'est pas comme un miroir parfait. Il se passe quelque chose ici. Ça a été pas mal étudié et là, on sait de quoi il s'agit. C'est une question d'interférence. Ça, c'est un calcul exact fait par cette personne ici, où en rouge, il a représenté le trajet sur un miroir parfait d'un rayon lumineux idéal, et en blanc, c'est le faisceau. Il y a un tout petit décalage ici, le faisceau réfléchi, le faisceau arrive par en bas à gauche, se réfléchit et il y a un tout petit peu décalé ici. Ça, c'est des choses qu'on comprend bien maintenant, mais qui se comportent comme si l'onde arrivait sur une des faces du prisme, sortait sur l'arrière du prisme, allait venir se balader un tout petit peu à l'extérieur et re-rentrer de l'autre côté. Donc ça, c'est une onde évanescente qui se forme sur l'arrière du prisme. La description ici n'est pas forcément très exacte, mais c'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'en fait, il se passe quelque chose derrière la face où se réfléchit le vaisseau. Et c'est ça que je veux vous montrer. Alors, évidemment, là, le décalage, c'est de l'ordre de la longueur d'onde, donc de 600 nanomètres, 500 nanomètres, donc ça ne peut pas se voir à l'œil. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à récupérer cette onde pour la rendre à nouveau propagative, parce que c'est ça, en fait, que souvent on fait en plasmonique. On fait travailler cette onde ici, derrière, on la fait interagir avec des milieux biologiques, quelque chose comme ça, derrière le prisme, on la récupère après, et elle a été, une certaine longueur d'onde ont été absorbée, elle a été modifiée. Donc c'est pour ça que j'ai un prisme et un deuxième prisme pour essayer de récupérer cette onde. Alors, donc là, je suis bien en configuration de réflexion totale. Si je me mets avec une incidence un petit peu moins rasante, on voit que là, j'ai plusieurs faisceaux. C'est comme ça. Voilà. Là, j'ai donc... C'est difficilement mais... Donc là, on voit, j'ai le faisceau qui est réfracté, qui sort par ici, le faisceau qui est réfléchi sur la face interne, qui sort par là, et puis un faisceau qui est réfléchi sur la face d'entrée du prisme. Si je change mon angle d'incidence, le faisceau réfracté se rapproche de plus en plus de l'hypoténuse du triangle, comme on voit là, hop. Et au bout d'un moment, clac, je suis en réflexion totale. Donc a priori, là je dois avoir cet effet Gauss and Chung par derrière, donc l'onde qui fait une petite excursion dans l'air et qui revient ensuite se réfléchir. Et ce que je peux arriver à faire, en fait, c'est à la récupérer. Cette onde, elle a une profondeur de pénétration qui est de l'ordre d'une cinquantaine de nanomètres. Et donc si je mets un deuxième prisme de l'autre côté, je suis en réflexion totale. Donc j'approche le deuxième prisme. Je pense que vous devinez plus ce que vous voyez. Et après, si j'approche, on va ressortir de l'autre côté l'onde, parce que en fait j'ai approché mon deuxième prisme très proche de cette onde évanescente qui rampait le long de la surface, et suffisamment proche pour qu'une petite partie vienne lécher le deuxième prisme et être à nouveau rendue propagative. Donc, et elle est beaucoup moins forte, et en fait il faut que j'appuie très fort. Si j'appuie pas, il n'y a rien. Donc là, et si je commence à presser, on voit apparaître un petit peu une petite onde. Et donc voilà, ça, en fait, là on a réussi, alors c'est pas de plasmonique, parce qu'il n'y a pas de surface métallique. Par contre, j'ai réussi à récupérer une onde de surface, une onde évanescente, et là, rendre à nouveau propagative. Ça, c'est une notion qui est très importante. Il y a des ondes de champ lointain qui sont propagatives, comme mon faisceau laser, par exemple, et puis il y a les ondes de champ proche qui
qui, elle, ne se propage pas, se propage sur des distances beaucoup plus faibles de l'ordre de la longueur d'onde. Et c'est toutes ces ondes-là, en fait, qui sont au cœur de la nano-optique et de la plasmologie. Alors, en faisant ça, j'aborde la première partie donc, du placement de surface, placement de polarité de surface. Donc c'est celui-ci qu'on appelle surface placement polariton ou placement propagatif. Donc, je vais le présenter en un quart d'heure. Donc cette découverte que le placement propagatif ou cette onde évanescente permet d'exciter les plasmons, c'est ce qui a permis à Andreas Otto de découvrir la façon d'exciter optiquement cette onde de surface. Donc ça c'est son article de 1968 où il conclut que non-radiative surface plasmon wave can be coupled to light waves without making use of surface roughness. Parce qu'avant, on pensait qu'il y avait seules les rugosité de surface qui permettaient de coupler le plasmon. By the method of frustrated total reflection, la réflexion totale frustrée, c'est ce qu'on vient de faire. Et après, il explique que cette théorie peut être développée à partir des équations de Fresnel, ce que je pourrais vous montrer aussi. Alors, encore une petite équation. Ici, on parle maintenant, en fait, on s'intéresse à l'onde placement de surface. Donc, il a fallu décrire, et ça c'est ce qu'a fait Andreas Otto et en particulier Reiter, qu'est-ce que c'est qu'une onde de surface? Donc ça c'est de l'électromagnétisme, on essaie de trouver dans quelles conditions on peut avoir une onde qui satisfasse les conditions de passage lorsqu'on a un métal et un diélectrique, donc un métal et un isolant, et quelles conditions ça va imposer sur le vecteur d'onde K. Dans ces cas-là, ce qu'on arrive à trouver, c'est que une onde qui puisse satisfaire à la fois la propagation dans le milieu électrique et le milieu métallique va avoir une structure comme ceci, onde évanescente, c'est-à-dire un E0 exponentielle moins K1ZZ. Donc ça, c'est un amortissement au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la surface, et une dimension propagative, qu'en fait c'est une onde qui va ramper le long de l'interface, et cette onde, elle est une extension en Z qui est de l'ordre de la profondeur de peau que j'ai décrite tout à l'heure. Donc une trentaine de nanomètres du côté métallique et ça doit être une cinquantaine, une soixantaine du côté diélectrique. Cette onde existe. Et on sait qu'elle existe depuis les années 50. La difficulté, c'était d'arriver à la faire démarrer, en fait, à la lancer, à l'exciter. Et donc, quand on parle de l'onde placement de surface, il y a trois ingrédients. Il y a d'une part, comment faire en sorte qu'une surface wave, une onde de surface existe. Le deuxième, c'est comment fait-on pour arriver à l'exciter. Et le troisième, c'est comment fait-on pour arriver à la détecter. Et c'est ces trois étapes-là qu'il faut arriver à passer pour arriver à vraiment faire de la plasmologie. Comment est-ce qu'on peut arriver à l'exciter? Là, il nous faut parler de la courbe de dispersion. En fait, je vais exciter une onde qui rampe à la surface. Pour l'exciter, je vais utiliser une onde extérieure, donc un faisceau laser par exemple, et je vais me dire comment faire pour que l'énergie de ce faisceau laser serve à exciter mon onde plasma. Quand on fait ça, en fait, il faut respecter les conditions de conservation que vous avez tous étudiées quand vous étiez en première. Quand on regarde la conservation dans un choc, vous vous souvenez des modules autoportés qu'on met sur les tables au sein de l'air, on les fait se percuter et puis après on fait tracer le vecteur quantité de mouvement et on se rend compte que la quantité de mouvement se conserve après le choc. Pour les photons, c'est pareil. Il faut que la quantité de mouvement K, l'impulsion P égale H bar K, en fait, se conserve.
il faut que l'énergie se conserve dans ce choc. Ce qu'on fait en fait, c'est le choc d'une onde excitatrice sur une surface métallique pour arriver à lancer et générer cette onde plasma. Donc, conservation de l'énergie, conservation de l'impulsion. Et pour mettre en image ou en graphe en fait, ces conservations, on fait ce diagramme, E en fonction de énergie en fonction d'impulsion. Et on va regarder à quel endroit est-ce qu'une onde excitatrice peut arriver à exciter un plasma. L'onde excitatrice, c'est une onde qui vient comme ça avec un vecteur d'onde K2. Et si je regarde les conditions entre le vecteur d'onde K et son énergie, ça va donner une droite comme ceci. Donc, toutes les ondes que je peux envoyer sur mon faisceau, sur ma surface, vont dans ce diagramme-là, être sous forme d'une droite. Donc, si je prends par exemple, là j'ai mis différentes longueurs d'onde, 633 nanomètres, un laser hélium-néon, eh bien, il va être capable, cette onde excitatrice, de générer une impulsion là de 9 mètres-1 en vecteur impulsion. L'onde dont je parlais tout à l'heure, l'onde plasmon, elle a une relation de dispersion qu'on peut calculer, que je vous ai dit ici en fait, qui fait intervenir KXC, c'est les vitesses de la lumière, et les permittivités diélectriques, donc c'est epsilon qu'on peut calculer avec drude ou autre. 1, c'est du milieu extérieur, donc ça va être l'air, donc epsilon 1 égale 1. Et epsilon 2, ça c'est le métal, et c'est là où, par exemple, le modèle de drude peut être utile. Et quand on trace ça dans le cas de l'or, on trouve cette courbe-là, et ce qu'on voit, c'est que jamais elle ne croise la courbe verte, sauf en zéro. C'est-à-dire que ça ne va pas nous aider beaucoup. C'est-à-dire qu'une onde d'impulsion nulle, d'énergie nulle, est capable d'exciter rien. Donc ça ne marche pas. Et c'est là où on fait le truc, comment faire en sorte d'abaisser cette courbe verte. Et le truc qui est joué, c'est d'utiliser un prisme en réflexion totale. Parce que à l'intérieur du prisme, la relation de dispersion ne s'écrit plus simplement oméga et KXC, mais KXC sur n sinus θ. N, c'est l'indice du verre, sinus θ, c'est l'angle avec lequel je vais arriver sur le prisme. Et n, pour le verre, ça vaut 1,5. Donc n sinus θ, je peux le faire plus grand que 1. Et donc si j'abaisse la pente de la droite, eh bien, elle va s'incliner comme la droite bleue, et il va y avoir un moment où elle va couper la droite du plasma. Et à ce moment-là, j'excite le plasma. Ça, vous le verrez dans l'atelier numéro 4, pardon, 9. C'est un TP qui va être proposé. Donc on a comme seul paramètre ajustable, si on prend une longueur d'onde fixée, l'angle avec lequel on va arriver, et il y a pour un certain angle, on va être capable d'exciter cette petite onde plasma. C'est ce qu'on appelle la configuration Kretschmann, donc dans laquelle on excite le plasmon via un prisme en verre sur lequel on a collé une petite lamelle d'or sur laquelle le long plasmon va pouvoir démarrer. La configuration auto, elle est très similaire. On a aussi un prisme en réflexion totale avec l'onde frustrée, sauf qu'on va venir approcher exactement comme ce que j'ai fait là, un prisme très près c'est à 30 nanomètres, pour arriver à récupérer l'énergie de cette onde oscillante. Les deux techniques, les deux approches ont des avantages et des inconvénients. Là, celle-ci, il faut une épaisseur qui est bien calibrée, 50 nanomètres quand on travaille dans l'air. C'est pas évident d'avoir une petite lame d'or de 50 nanomètres sur du verre. Là, on peut utiliser n'importe quel type d'électrode qu'on vient plaquer contre le verre, sauf qu'il faut arriver à la plaquer à 30 nanomètres. Donc ça aussi, c'est pas très facile. Il faut des planités très bonnes pour arriver à avoir suffisamment d'énergie. Et une troisième approche, c'est couplé avec un réseau. Ce qu'on cherche, en fait, quand on revient sur le diagramme d'avant, ce qui se passe, c'est que l'onde excitatrice lui manque de l'impulsion. C'est-à-dire que si je me mets à une longueur d'onde donnée, il lui manque ici dans le verre, il va lui manquer ce petit truc-là d'impulsion, ce supplément d'impulsion pour arriver à rattraper la courbe de dispersion. Et toutes les configurations sont là pour donner un supplément d'impulsion à ce photon incident. Et une façon de le faire, c'est d'utiliser un réseau, parce que l'impulsion supplémentaire est donnée par 2 pi sur A, le pas du réseau. Et donc de cette façon, on peut arriver à donner un petit surplus d'impulsion à cette onde excitatrice via une surface structurée en réseau.
Et ensuite, la troisième chose, c'est mesurer cette extinction. Pour la mesurer, on ne peut pas la mesurer directement. C'était une partie du QCM, parce que c'est une onde, c'est très difficile de la mesurer directement. C'est une onde qui vient ramper, alors ici, qui vient ramper derrière le prisme, encore une fois avec une extension de 30 nanomètres et à peu près 1 micron de distance de propagation, quelques microns, ça dépend de la nature du métal. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas mettre un microscope dans ce petit volume-là de 30 nanomètres d'épaisseur et de 1 micron de long. Quand on le fait, on va mettre une fibre, on fait du SNOM, donc une microscopie de champ proche, c'est tout un challenge en soi. Par contre, une façon plus facile, c'est de compter ce qui reste. En fait, donc de mettre un détecteur derrière le prisme et de récupérer, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, là, de récupérer l'onde réfléchie. Et il suffit d'une photodiode. Et si maintenant donc, je change l'angle d'incidence, donc je fais tourner ici, le prisme est posé sur une platine de rotation, donc je fais tourner le prisme lentement. À un moment, l'angle θ a une valeur telle qu'on s'accorde avec le plasmon, et c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Donc là, mon angle vaut 37 degrés, j'augmente de plus en plus, là je passe la limite de réflexion totale. Et puis ensuite, il y a un moment où l'énergie qui est recueillie tombe à zéro, parce que en fait, l'énergie part pour l'excitation du plasma. Et ensuite, en continuant de tourner, ça remonte. Donc on a l'extinction plasma ici. Ça, c'est l'atelier 9 qui vous l'expliquera. Ça, je vais le passer, mais c'est ce que évoquait Andreas Otto dans son article. Calculer cette courbe, ça peut se faire avec les modèles à 3 couches d'électromagnétisme, c'est-à-dire calculer les coefficients de réflexion d'une onde à l'interface entre, alors ça va être du verre et de l'or, et puis de l'or et de l'air. Il y a 3 couches, verre, or, air, et avec cette relation-là, toute simple, si je la trace, je trouve ça. Donc là, j'ai une simulation qui me permet de voir ce que ça donne. Alors, R12, c'est le coefficient de réflexion entre verre et or, c'est un coefficient complexe, donc c'est simple, mais c'est pas si simple que ça, mais ça se fait, voilà. Et donc ça permet de calculer très précisément cette extinction de plasmon et de voir quelle est l'épaisseur d'or, par exemple, qui permet de passer vraiment à zéro. Ce qui m'intéresse ici, c'est de considérer le cas où on a donc, un prisme de verre, de l'or et de l'air, c'est la courbe rouge. J'ai une extinction à 40,9 degrés. Et si je rajoute une petite pellicule de 5 nanomètres d'eau, donc je rajoute une couche, 5 nanomètres c'est pas grand chose, et bien vous voyez que le plasmon se décale, là j'ai marqué 47,1, mais ah oui, il se décale de 0,5 degrés. Donc c'est ça qui donne tout l'intérêt de cette plasmonique, c'est qu'en fait 5 nanomètres d'eau, alors là c'est de l'eau massive, l'eau liquide, ce qui n'y arrive pas en vrai, mais ça donne la très très grande sensibilité. Et donc si au lieu d'une couche d'eau on met des molécules, on va avoir aussi un décalage extrêmement sensible. Et c'est ça qui donne toute la sensibilité de ces mesures en plasmon propagatif, en SPP. Bon. Ça, c'est le montage que vous pourrez voir dans l'atelier 9. C'est intéressant parce que c'est un montage que j'ai monté avec des étudiants de M1 au fur et à mesure des années dans mes enseignements, et en leur faisant tester des choses, on a pu mettre au point un TP qui fonctionne bien et qui permet d'illustrer différentes choses, la sensibilité au plasmon, la sensibilité à la longueur d'onde d'excitation, voilà. Et des choses qui sont même visuellement très jolies, c'est-à-dire qu'on arrive à faire changer la couleur de l'or, on passe du jaune au rouge, grâce à cette absorption d'une des longueurs d'onde dans le film d'or. Alors, 2 applications. D'abord sur les biocapteurs. Donc là, je prends un article d'une collègue du LRS, de Souya Boujdaï, qui, elle, utilise donc un appareil SPR
qu'est-ce qu'on va faire avec ce type d'appareil? Elle va utiliser toute une surface d'or qu'elle va fonctionnaliser, ici avec le glutardéhyde, de façon à ce qu'il soit spécifique pour certains anticorps. Et donc elle va mesurer la résonance de plasmon. Vous voyez l'absorption qu'on voit ici. Et alors, faire tout ce spectre, ça prend un peu de temps. Ce qui est plus pertinent, c'est en fait de se placer à un angle donné et de regarder en fonction du temps, au fur et à mesure que la réaction a lieu, comment l'intensité va évoluer. Et c'est ce qui a été fait ici. Et donc ça, c'est des courbes d'évolution cinétique où, en fonction des différents ajouts qu'elle met dans la solution, elle arrive à avoir des stabilisations. Et là, en fait, ça c'est la réaction spécifique avec la RIGG, je ne sais plus à quoi ça correspond, et qui est une liaison forte, une liaison avec la surface. C'est-à-dire que les molécules vont venir vraiment recouvrir la surface de façon relativement dense, donc avoir un effet important sur l'indice optique et avoir un effet important sur l'évolution de l'intensité du signal recueilli par la photodiode ici. De ceci, on peut en tirer des cinétiques, et ça va être l'atelier numéro 10 qui a été proposé par Oriba, qui sont venus avec un appareil SPR et qui propose des reconnaissances de certains anticorps ou protéines et de voir ce qu'on peut en tirer de ces évolutions des cinétiques. Un autre, là je passe vite, un autre aspect de la plasmonique, c'est ce qu'on appelle la circuiterie plasmonique. C'est donc l'idée qu'on peut arriver, quand on parle d'électronique, on est pour l'instant stoppé par des problèmes en fait, d'antennes électromagnétiques à très basse dimension, qui fait que, vous avez peut-être remarqué, les ordinateurs ils plafonnent à quelques gigahertz maintenant, et que les arguments commerciaux, c'est plus la vitesse de cadencement du microprocesseur, ça fait 7-8 ans que ça s'est arrêté, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 3 ou 4 GHz sur des interférences entre les différents composants. Les fils ne conduisent plus l'énergie par l'intérieur du fil ou par l'extérieur. Voilà. Et donc, l'idée, ce serait d'utiliser un signal optique pour venir transmettre le signal d'information avec ce qu'il y a derrière l'optique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins limité par les cadences et de faire d'interconnexion, en particulier plasmonique. Et là, je reprends un cours d'Alexandre Bollier et d'Alain Mireux, donc Dijon, qui sont parmi les spécialistes au monde en fait, de la plasmonique propagative, et qui se sont penchés sur comment arriver à utiliser la plasmonique pour faire des fils. C'est-à-dire conduire long plasmon tout droit, mais la faire tourner aussi. Et pour ça, ils ont fait des structures, des miroirs de Bragg. Et ce que vous voyez ici, c'est donc 2 structures qu'ils ont testées, là, pour faire tourner cette long plasmon. Parce que ça ne fonctionne pas comme un laser. Sur un miroir va donner une réflexion avec une onde frustrée. Donc l'onde frustrée qui réfléchit, elle revient propagative. Donc ça veut dire qu'elle fait exactement le contraire de ce qu'on lui demande. Donc ce qu'on va utiliser, c'est des phénomènes d'interférence, des miroirs de Bragg. Et donc ils ont décidé donc, par lithogravure cette série de petits réseaux. Et ici, ils mesurent, donc ça c'est une très belle mesure qui date déjà de quelques années, mais en fait elle reste très très jolie, où ils regardent l'énergie optique en fonction de la géométrie de leur guide d'onde. Et là, vous voyez en fait qu'ils arrivent à réaiguiller cette onde plasmonique. On en perd pas mal, sur 10 microns. Mais en fait, avec ça, ils commencent à faire des fils, du multiplexage et de l'interconnexion optique. Où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas si on arrivera jusqu'à interconnecter. L'idée, c'est d'interconnecter des microprocesseurs sur une même carte mère et qu'ils soient indépendants électriquement, mais connectés par un signal plasmonique. Tous ces domaines-là, en fait, c'est un domaine qui est très challenging, un grand défi. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est exactement maintenant dans cette circuiterie plasmonique.
se pose la question de quel métal pour la place phonique. Parce que ce que vous avez vu ici, c'est qu'on a des ordres de grandeur de 10 microns et l'onde, elle est quand même très fortement atténuée après 10 microns. Ce qui est fantastique là aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, mais c'est qu'on arrive à canaliser la lumière dans des distances sur des canaux qui sont bien plus petits que la longueur de l'onde. Plus petits que des fibres optiques, c'est des choses, c'est de la lumière non propagative. Alors quel métal? On voit l'or la plupart du temps, comme utilisé pour la place phonique. La raison première, c'est que l'or ne s'oxydant pas, pas facilement, on n'a pas de couche isolante qui se met spontanément à la surface du métal. Et vous avez vu, comme une onde place phonique, c'est une trentaine de nanomètres, quelques nanomètres d'oxyde, voilà, ça met le phénomène par terre. Donc c'est l'avantage de l'or. L'autre paramètre qu'il faut regarder, c'est quelles sont les pertes, à quelle vitesse cette onde va venir s'évanouir, comme ce qu'on a vu ici. Les pertes, elles sont donc calculées par ce facteur de qualité ici, qui fait intervenir le rapport de epsilon 1 carré, donc la permittivité réelle du métal, sur epsilon 2, et qui permet de regarder la distance de propagation. Ça va dépendre de la longueur d'onde, bien sûr. Donc, dans l'ultraviolet, on peut utiliser de l'aluminium, et là, on peut avoir une propagation de LSPR de 2,5 microns. Ça reste très très limité comme propagation, donc pour placement propagatif, l'aluminium, ça va être difficile. Si je passe dans le visible, restons dans le visible, j'ai soit l'argent, le cuivre ou l'or, restons sur l'or, le facteur de qualité est au 0,4 et la distance de propagation, c'est une vingtaine de microns. Ça veut dire que l'énergie diminue de 1 sur E sur après 20 microns. Si c'est de l'or parfait, il n'y a pas de nouveauté, etc. Donc ça reste quand même relativement petit. Si on part dans des longueurs plus élevées, là il y a moins de pertes, on arrive à 730 microns, donc là ça devient plus intéressant, 0,7 mm propagation en plasma. Et l'argent, lui, est à 1200 microns. Donc l'argent est plus intéressant, sauf qu'il s'oxyde, donc il faut arriver à bien le contrôler pour éviter l'oxydation. Donc voilà, ça, c'est certainement les challenges qu'il y a pour la place phonique si on veut utiliser dans la circuiterie, c'est cette distance de propagation. Alors, il y a d'autres géométries que je n'ai pas décrites, il y a beaucoup de rendements transparents, je ne peux pas résumer la recherche sur la circuiterie place phonique, mais c'est des domaines de nano-optique qui sont en train d'avancer vers des applications qu'on a du mal à entrevoir encore, mais après c'est pratique de la recherche. Voilà, pour cette partie placement propagatif, dans la demi-heure qui me reste, là, on va parler du placement localisé. Donc placement localisé, c'est donc ces oscillations collectives d'électrons dans les nanoparticules sous l'excitation d'une onde. D'une façon plus simple, puisqu'on arrive à les exciter, ici tout ça, les couleurs sont dues à de la place phonique. Donc il n'y a pas d'excitation en champ frustré par un prisme, etc. On met la lumière sur les nanoparticules, ça interagit et on a la création de ce placement localisé automatiquement. Ici vous avez une nanosphère, donc rouge, nanobâtonnée, de plus en plus allongée. On arrive à voir ces différentes couleurs, comme on peut le voir ici. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là? En fait, ça c'est ce que j'utilise, ça c'est parce que en fait, je pense que c'est un petit peu dur, d'une heure. Ce que j'utilise pour expliquer, en fait, d'où vient la place phonique. Alors elle ne vient pas d'Harry Potter, mais ça fait partie, en fait, des rencontres inopinées que j'ai pu avoir. Alors, en lisant Harry Potter, effectivement, tout est inventé, sauf il y a un personnage qui a vraiment existé et qui est Nicolas Flamel, qui est celui qui a découvert la pierre philosophale qui est cachée dans le château, et bon, etc. Donc c'est Nicolas Flamel. En fait, je me dis bon, c'est intéressant, et puis je tombe sur la rue Nicolas Flamel à Paris. Donc il y a vraiment une rue dans le 3e arrondissement. Il y a
sa maison, qui est la maison la plus ancienne de Paris. Et quand on va regarder un petit peu, c'est quelqu'un qui a fait fortune parce que il a, soi-disant, au XVe siècle, découvert la pierre philosophale. Bon. Et comme en plus il était libraire juré de l'Université de Paris, c'est-à-dire bibliothécaire en chef, entre guillemets, de tous les grimoires de Paris, c'était assez plausible qu'il ait pu avoir accès à un livre d'alchimiste et de trouver cette pierre philosophale. Effectivement, c'est rigolo. Sauf que, j'ai pas vu la pierre philosophale. Oui, alors, Nicolas Flamel, ça c'est sa rue, avec l'auberge Nicolas Flamel, dans le 3e arrondissement. Et quand on regarde la pierre philosophale dans le film, elle est rouge, la même couleur que les nanoparticules d'or. Tiens. Et pourquoi est-ce qu'elle est toujours rouge, la pierre philosophale, quand elle est décrite par des alchimistes ou d'autres? Et en fait, c'est qu'ils ont fait, donc la pierre philosophale, je vous rappelle, c'est cette pierre qui permettrait plutôt de transformer le plomb en or. Et c'est que ils ont fait la moitié du travail. Parce que, alors, dans la philosophie du Moyen-Âge, ce qu'on appelle l'idéomorphisme, toute chose est faite, pour résumer, d'une âme et d'un corps. Et si je veux arriver, même les choses inanimées, si je veux arriver à transformer du plomb en or, il faut que j'arrive à extraire l'âme de l'or et le mettre dans le plomb. Et donc, a priori, dans ces cas-là, le plomb prendrait sa vie dorée et se transformerait en or. Et pour les matériaux, l'âme, c'est la couleur, d'après ce qu'on peut voir chez les alchimistes. Et donc, en utilisant de l'or avec différents acides, ils ont réussi à avoir un matériau rouge, un liquide rouge, nos nanoparticules d'or maintenant. Et donc, en faisant ça, ils avaient réussi à capturer l'âme de l'or. Et il ne restait plus qu'à mettre cette âme dans le plomb. Ça, je pense qu'ils n'ont pas réussi. Pas formé en tout cas. Et donc c'est vrai que les nanoparticules, elles sont plus ou moins de façon diffuse, certainement là derrière, dans des recettes d'alchimistes qui après ont été transmises, ça je pense que Catherine en parlera, à des verriers, pour arriver à inclure ces nanoparticules dans le verre et faire des objets décoratifs. Comme ceci par exemple. Mais c'est vrai que en fait, ces alchimistes, ils avaient déjà fait une partie du travail, ils avaient certainement déjà fabriqué des nanoparticules d'or. Alors avec le cyanure, c'est vrai qu'après ça donne des effets indésirables, parce que c'est censé être un tir de vie, en fait. Sauf que si ça ne marche pas, tout le monde passe. Voilà. Donc les nanoparticules ont été ensuite intégrées dans des verres, dans le rose Pompadour, à la porcelaine de Sèvres. Et plus récemment, je suis tombé sur une écharpe en laine mérinos colorée avec des nanoparticules. Ça encore, c'est des histoires. Un collègue chimiste, mon père, qui vit en Nouvelle-Zélande, et dont le père élève des moutons mérinos, et il a mélangé ces deux passions, je pense, la chimie et les laines mérinos de son père, et donc ça a donné ces écharpes-là. Donc il a déposé un brevet pour arriver à fixer les nanoparticules de façon extrêmement solide sur le tissu. Donc ça résiste à la javel, ça résiste à n'importe quel lavage, et on a des écharpes en or. Je ne sais pas comment marche son business. Bon, préparer des nanoparticules, là également, il y aura des ateliers. La méthode la plus simple, c'est de prendre un sel d'or et de rajouter un surfactant, comme Faraday peut nous le montrer avec l'aide de Catherine. Donc, un sel d'or dans lequel on va rajouter le surfactant, c'est du citrate. Le citrate va avoir pour rôle de réduire l'or AU3+, en AU0, qui vont s'agréger. Et si on ne fait que de la réduction, on a une précipitation et donc un petit résidu noir au fond du bécher. Si par contre le citrate joue aussi son rôle de surfactant, il va venir bloquer la croissance des nanoparticules et permettre d'avoir quelque chose de taille relativement contrôlée. Et c'est ça qui va donner cette couleur rouge.
nous, c'est que les nanoparticules ont été bien formées avec leur couche de citrate autour des nanoparticules, et je me demande toujours comment ça peut être organisé autour, je ne sais pas, n'arrête pas de poser la question. Est-ce que lorsque... voilà. Maintenant, revenons à l'aspect optique. Donc cette fois-ci, on a un objet. Par rapport à ma surface, il y a la surface précédente, lorsqu'on parlait de SPP, de surface placement polariton. Cet objet, il est beaucoup plus petit, bien plus petit que la longueur d'onde, ce qui fait que lorsqu'il est baigné par le champ électromagnétique, les électrons vont voir en fait un champ qui est quasiment uniforme. Et ceci, ça a été décrit par la théorie de Mie au début, et ensuite, comme je vous disais, appliqué avec la permittivité d'électrique de l'or plus précise plus récemment. L'article de Mie en 1908 va développer les différentes polarisations dipolaires, quadrupolaires, octupolaires, etc. Donc les différentes composantes du champ électromagnétique. C'est-à-dire que si je prends une sphère avec une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande que la sphère, effectivement la sphère va voir en fait que le champ il est grosso modo uniforme sur cette nanoparticule. Si maintenant la particule devient plus grande, de l'ordre de grandeur de, on va dire, lambda sur 5, donc typiquement une centaine de nanomètres, le champ n'est plus tout à fait uniforme et ça va générer des effets qui sont plus dipolaires. Donc dipolaire, c'est-à-dire que c'est simplement, je peux le considérer comme une charge qui va alterner plus-moins les deux côtés de la nanoparticule. Quadrupolaire, en fait, je vais avoir pour ces scales-là. Donc là, j'ai quelque chose qui alterne plus-moins. Et par contre, lorsque j'ai du quadrupôle, je vais avoir aussi un plus qui apparaît ici, mais un petit moins qui apparaît aussi sur les bords. Donc ça devient plus complexe comme comportement. Et cet effet-là, il va apparaître, il est toujours présent, mais on peut le négliger quand on a des particules plus petites qu'une soixantaine de nanomètres, comme c'est de l'or. Donc, nous, on va rester, je ne vais pas développer les calculs, je pense que les élèves là, je n'ai jamais complètement suivi. Et j'aimerais bien savoir, tous ceux qui citent 1908, combien ont vraiment fait les calculs de la théorie de Mie, parce que c'est quand même assez ardu. Nous, on va rester dans l'effet dipolaire électrostatique. Donc voilà, on a une nanoparticule dans un champ. Le champ, c'est une onde. Donc c'est, à un instant donné, l'onde va pointe vers le bas puis vers l'autre, donc elle oscille. Et sous l'effet de cette onde, la particule va se polariser. Donc, comme ce qu'on avait évoqué au début, donc les charges plus vont être éjectées vers le haut, le moins vers le bas. Donc on a un dipôle, plus, moins, comme ceci. Et sous l'effet de cette polarisation, la particule réagit avec une polarisabilité qui va faire intervenir, qu'on peut calculer relativement facilement. Ça, par exemple, c'est un problème qu'on donne en L3 en électromagnétisme, de calculer cette fonction un peu de polarisabilité, qui fait intervenir R3, le rayon de la particule, et les permittivités électriques. M, c'est le milieu environnant, donc le milieu dans lequel est plongée la particule, et epsilon, c'est celui de l'or, druide ou autre, comme on a pu l'évoquer avant. Ce qui a... en fait, c'est le fait qu'on a un confinement électromagnétique qui permet d'avoir cette expression-là. C'est là où l'aspect nanoparticule intervient. Si je prends une macroparticule, c'est plus vrai. On peut le comprendre un petit peu parce que c'est vrai qu'il va y avoir au sein de la particule une partie du champ qui pointe vers le haut, une partie qui pointe vers le bas. Donc les électrons ne peuvent plus se déplacer librement parce qu'ils vont se heurter avec les électrons qui sont par-dessous, qui remontent. Donc l'aspect, tout ce que je dis là, donc, de plasmonique dans les particules, ce n'est vrai que dans des petits objets. Les objets métalliques plus grands que le micron vont être comme un métal massif pour l'onde électromagnétique. Donc on est vraiment dans des effets qui n'apparaissent que pour des nanoparticules. Alors, ce petit modèle, l'approximation qu'on appelle électrostatique parce que
c'est pas tout à fait vrai, c'est l'approximation dipolaire. Le champ, il est constamment en train d'osciller. Mais le calcul que je vous ai présenté ici, celui-ci, il est fait dans le cas où le champ est électrostatique, c'est-à-dire qu'on applique un champ E permanent, et puis on regarde comment est-ce que tous les électrons vont venir se déplacer, et ça donne cette polarisabilité, voilà, qui se calcule dans le cas électrostatique, et tant que les fréquences ne sont pas trop élevées, ça fonctionne. Donc ce modèle est très intéressant parce qu'il va permettre en particulier de parler de l'effet de champ local et de l'effet de nano-antenne. Je peux, avec ma polarisabilité, calculer le champ. Donc je soumets à un champ excitateur, donc une onde qui va venir se propager comme ceci. Voilà, hop, qui baigne la particule. La particule va réagir parce que ces électrons oscillent. Les électrons qui oscillent vont donner lieu à un champ électrique. Ce champ électrique va donner lieu à une onde. Qui est réémet, ça c'est la diffusion. Et cette onde, c'est E, on peut calculer l'ordre de grandeur E out, juste à la périphérie de la nanoparticule. Et ce qui est intéressant, c'est que ce E out, il s'écrit comme ça, 3 epsilon A or sur epsilon or plus 2, facteur de E0. Et si je mets les valeurs de epsilon or, je trouve un facteur 5, donc je mets un effet d'amplification. Donc le champ, juste celui-ci, alors si là j'ai pris le plus simple, parce que si je prends des champs qui sont dans cette direction-là, il y a des cosinus et des sinus partout. Mais celui-ci, il est multiplié d'un facteur 5, donc on a vraiment un effet d'antenne. Et sur une ordre de grandeur qui est toujours l'ordre de grandeur qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire de la profondeur de peau, donc une vingtaine, une cinquantaine de nanomètres. Donc autour de la nanoparticule, j'ai un espèce de champ exalté là, qu'on va utiliser, et c'est ça, ce champ-là qu'on utilise toujours dans la place sonique, pour venir être très très sensible à l'environnement moléculaire, pour venir exalter de la fluorescence par exemple, pour venir voilà, faire des effets de confinement de champ, et qui est celui en fait qui donne tout l'intérêt de cette place. Donc ça donne lieu à des nano-antennes, des nano-amplificateurs pour le Raman, qui s'appelle les Shiners, des nanomissiles pour la thérapie. Voilà. Alors, ici, j'ai pris le cas où on peut calculer cette valeur-là, qui est le cas du monde sphérique. C'est pas du tout, c'est le moins favorable. Après, il faut des géométries plus compliquées, je vais en revenir après. Je vais revenir dessus. Restons dans le cas électrostatique. Ce que je représente ici, c'est comment ce modèle fonctionne en réalité. J'ai la polarisabilité, de ça je peux en tirer la section efficace d'absorption, donc la quantité d'énergie qui va être absorbée par la nanoparticule quand elle est traversée par un faisceau optique, et je peux en déduire, si j'ai une nanoparticule qui est sigma abs, si j'ai un ensemble de nanoparticules dans une solution, je connais la densité de particules, donc je peux arriver à calculer quelle est l'extinction de la solution, l'extinction molaire. Et ça, c'est ce que je veux tracer en rouge par rapport à ce qu'on mesure en bleu sans paramètre ajustable. Donc, pour des particules idéales, c'est-à-dire sphériques, quinzaine de nanomètres, celle que vous avez vu préparer juste avant par Faraday. Et donc, ça fonctionne quand même très très bien. Et on peut voir l'écart. Alors, on retrouve l'épaulement qui est dû aux conditions interbandes de l'or. On voit même un petit début d'agrégation ici. Et le fait que c'est décalé, c'est parce qu'il y a la diffusion de relais en plus. Donc, c'est intéressant d'avoir ce petit modèle-là parce qu'en fait, ça permet déjà d'interpréter pas mal de choses dans les solutions qu'on peut avoir. Dans quelle mesure, sur quels paramètres on peut jouer si on n'a pas envie que l'absorption plasmon soit à 520 nanomètres dans l'eau, mais la décaler un peu. Si on veut, par exemple, aller dans l'infrarouge ou à d'autres longueurs d'onde. On peut jouer sur la taille, mais en fait, comme je vous ai dit, la taille a peu d'importance dans la mesure où on est toujours dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire en dessous de 60 nanomètres. Et quand on arrive à 60 nanomètres, on n'aura plus des pics bien définis, c'est des choses compliquées. Donc la taille n'est pas un bon paramètre pour contrôler la position du plasma. Ici, je vous ai représenté, donc là, vous avez par exemple une publication de 2007 dans laquelle
les chercheurs ont préparé des solutions colloïdales de 30, 40, 50 nanomètres. Vous voyez que les couleurs restent les mêmes. Et quand on regarde la position de plastron, les 520, elle ne bouge pas vraiment jusqu'à 40 nanomètres, où là, on a l'effet dipolaire qui commence à intervenir. Les 90 nanomètres, elle change un petit peu de couleur, mais pas très franchement. Donc c'est sûr que ce n'est pas le bon paramètre. Le milieu environnement, ça a beaucoup plus d'impact. Si j'arrive à changer la solution dans laquelle se trouve un nanoparticule, ou de la transférer de l'eau vers du verre, eh bien là on a des modifications qui sont très très sensibles. Donc dans l'air, n égale 1, c'est la courbe noire. Puis si je mets cette nanoparticule dans l'eau, c'est cette courbe-là. On voit que le plastron se décale de 505 à 520 et puis augmente très fortement. Si je passe dans du TiO2 ou du saphir, par exemple, indice 1,77, on a ce décalage, on est dans les 560 nanomètres. Et dans du TiO2, 700 nanomètres. Ça, ce sont des calculs théoriques. Donc là, ça a un effet beaucoup plus fort. Et c'est l'effet aussi qui fait que si, là c'est si je change globalement tout le milieu, mais si simplement j'absorbe une molécule de nature différente autour de la particule, je vais avoir aussi un petit shift, un petit décalage. Donc ça c'est le principe des biocapteurs à partir de particules métalliques. La forme a aussi un impact énorme. Les seules formes qu'on peut calculer facilement, c'est les sphères et les ellipsoïdes. Après, il faut des moyens de calcul plus élaborés, comme ce que montrera Julien et Mathias Perrin dans les ateliers 1 et 2. Dans le cas d'un ellipsoïde, là je prends un ellipsoïde qui est sous forme de ballon de rugby, donc prolate, avec un grand axe 2 fois plus grand que les petits axes. Et on voit apparaître deux résonances, une qui ne bouge pas trop, toujours à 505, et une autre qui va apparaître vers les 550 nanomètres. Voilà, donc ça a plus d'effet sur les résonances. Si maintenant on part sur des structures plus compliquées, comme des sphères, des icosaèdres, des cuboctaèdres ou des cubes, bon, il y a toute une série de raies. Par exemple, pour le cube, il me semble qu'il y a 11 raies différentes, ça devient un peu plus complexe. Et donc, ça, c'est des calculs qui ont été faits par Cecilia Noguez en 2007 sur de l'argent. Je voulais évoquer aussi ce qui se passe avec les particules supportées. Je pense que je vais passer assez vite là. Là, il y a un poster là-dessus. Là, c'est simplement des nanoparticules déposées sur du verre en fonction des densités différentes. Et ce qu'on montre, c'est qu'avec le modèle électrostatique relativement simple, on arrive à un accord qui est relativement bon, 518 nanomètres aussi, 506. Avoir l'accord parfait, là ça demande des améliorations de calcul qu'on vous présentera dans des ateliers qui seront plus élaborés. Et enfin, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a de très petites nanoparticules? Très petites, c'est-à-dire qu'ici je descends en dessous de 3,8 nanomètres. Ce qu'on voit en fait, c'est que là, le plastron va finir par disparaître à 2 nanomètres. On voit à peine un tout petit épaulement. Donc là, ça c'est des effets parce que la permittivité électrique, en fait, de collision des électrons, il y a un libre parcours moyen des électrons dans l'or qui est de l'ordre de 30 nanomètres. Quand je diminue la taille, ça veut dire que les électrons, au lieu de perdre l'énergie en se percutant l'un l'autre à tous les 30 nanomètres, on perd l'énergie en percutant les bords de la particule, et ça fait des pertes et un écrasement de la résonance. Et donc c'est ce qu'on voit. Donc une particule d'or de plus petite de 2 nanomètres, il n'y a plus de plastron. Une autre façon d'influencer le plastron, c'est de venir faire des dimères. Par exemple, là on a, donc, ça c'est un article, je ne sais plus quand, de Naomi Alas. Donc deux nanoparticules qui sont relativement proches l'une de l'autre, font une cinquantaine de nanomètres de mémoire, donc distante d'une dizaine de nanomètres. Quand j'excite en longitudinal en rouge, ici, en fait on voit qu'une seule résonance, avec les particules interagissent relativement peu entre elles. Si je les rapproche, l'effet est très impressionnant parce que en fait, cette oscillation longitudinale, en fait, les nanoparticules commencent vraiment à se coupler, peut-être même électriquement, et donc la
résonance disparaît et elle part à 1000 nanomètres. Par contre, en transverse, c'est-à-dire l'excitation dans cette direction-là, l'effet est beaucoup moins marqué. Et quand on est en lumière non polarisée, ce qui est la plupart des cas, si on regarde une solution de nanoparticules en suspension, eh bien on va voir les deux superpositions du mode transverse et longitudinal dans la solution. Donc c'est ce qui se passe si on est des particules et qu'on commence à jouer sur le surfactant et qu'elles s'agrègent, on va voir apparaître en fait, ces doubles pics ici. Alors, une petite excursion pour terminer. On va quand même parler un tout petit peu de la Copernicus. Donc ici, comme vous la voyez, prise en photo sans trop de précaution au British Museum de Londres. Et là, c'est lorsqu'on travaille un petit peu l'éclairage. Donc lorsque elle est éclairée de face, donc la lumière venant du noir, elle va apparaître verte. Lorsque je mets la lumière à l'intérieur de la probe, elle va apparaître rouge. C'est ce qu'on appelle une coloration dichromatique. Donc bon, c'est vrai qu'elle est redevenue fameuse avec la plasmonique. Bon, voilà. Tant mieux pour elle. Je pense qu'à Londres, de temps en temps, au British Museum, il y a des chercheurs qui viennent prendre des photos sur toutes les coutures de cette coupe. J'ai encore une amie qui l'a fait il n'y a pas très longtemps et elle m'a dit qu'elle a fait le buzz dans toute la salle parce que en fait, c'est une petite coupe que les gens ne remarquent pas. Et quand on commence à l'éclairer de l'intérieur, de l'extérieur, etc., prendre une photo, elle est quand même assez spéciale. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette. Qu'est-ce que c'est que la coloration dichromatique? En fait, il faut revenir, et c'est ça que je vais vous expliquer rapidement, sur qu'est-ce qui fait la couleur des objets visuels. J'ai une source lumineuse, je vais éclairer mon objet, je le regarde en transmission, donc je vais voir une certaine couleur. Si je le regarde avec cette couleur, elle est donnée par la section efficace d'extinction. Donc je regarde un faisceau lumineux et je regarde comment est-ce qu'il s'éteint, plus ou moins quelle longueur d'onde va s'éteindre, et manquante, c'est ça qui va me donner la couleur. Ici, si je le vois rouge, c'est que ce qui s'est éteint, c'est du vert, donc c'est un objet qui absorbe dans le vert. Quand je le regarde, les objets usuels, quand je les regarde par diffusion, c'est comme ça que la plupart, 99% des objets qu'on regarde envoient leur couleur par diffusion, il va apparaître aussi de la même couleur. Parce que, en fait, on dit qu'il diffuse, mais ce qui se passe, c'est que la lumière va pénétrer un petit peu à l'intérieur, et puis être renvoyée au fur et à mesure des diffusions pour revenir vers moi. Mais le phénomène de diffusion, donc la section efficace de diffusion, c'est scattering, ici, elle vaut 0 pour la plupart des objets. Donc la diffusion, c'est pas elle qui va donner la couleur, c'est qu'en fait, c'est cette lumière qui va pénétrer un petit peu dans l'objet et qui, en ressortant finalement, a perdu sa longueur d'onde par l'extinction. Donc les objets éclairés dans lesquels la lumière vient de colorants en style moléculaire, c'est-à-dire très très petits, vont avoir toujours des couleurs données par la section efficace d'extinction. Avec les nanoparticules, ce qui se passe, c'est qu'on a un paramètre supplémentaire pour régler la balance, l'équilibre entre diffusion et absorption. Et ici, je vous ai représenté donc, des calculs de section efficace de diffusion pour différents types, tailles de nanoparticules. Ici, vous avez une particule de 20 nanomètres dans de l'eau, donc la scattering, il est à 0. Si je passe à 50 nanomètres, on voit que la diffusion commence à augmenter, donc l'extinction est toujours bien là, et 100 nanomètres, elle devient quasiment du même ordre de grandeur que l'absorption. Donc si je prends 80 par exemple, là j'ai une diffusion qui est bien marquée et une extinction évidemment qui est toujours bien là, qui sont toutes les deux vers 550 nanomètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je le regarde en transmission, je vais avoir la longueur d'onde 550 du vert qui est éteinte, donc je vais voir du rouge. Si je le regarde en diffusion, je vais voir cette diffusion-là qui va devenir tout à fait comparable, même prédominante par rapport à l'extinction, et je vais le voir en vert. Et donc c'est ça qui va donner les deux couleurs. Et avec Delphine Chanou ici et avec Intremita,
en regardant ça, on s'est dit, tiens, est-ce que ce phénomène-là a déjà été reporté dans la littérature? Oui, mais dans les brevets, en fait, non. Et donc, on a déposé un brevet de coloration bichromatique de nanoparticules dans des polymères, là, pour le coup, avec l'idée de voir si ça pouvait intéresser les gens qui font de la décoration. Pour l'instant, on n'a pas eu en avance. Mais on voit ça, c'est donc la solution éclairée. Vous voyez sur un fond blanc par derrière, donc on la voit en transmission, elle est plutôt violacée. Et quand on l'éclaire par devant, elle apparaît orange. Et même chose quand on fait un film plastique, il apparaît avec ses couleurs bichromatiques. Voilà. Alors, donc, ça c'est cet aspect, en fait, la taille des particules, donc elle ne va pas avoir un effet très grand sur la couleur, enfin sur la couleur, en fait, sur la position de la réseau de plasmon. Par contre, elle a un effet très fort sur les sections efficaces d'extinction et de diffusion. Et si on veut faire avoir un objet qui diffuse bien, il faut mettre des particules qui sont plus grosses. L'effet nano-antenne, là je prends donc, une figure d'un article de 2011 qui montre le cas d'un nano-bâtonnet. Donc on va écairer avec différentes longueurs d'onde. Donc n égale 1, c'est lorsque je vais l'éclairer avec 1375 nanomètres comme longueur d'onde, et c'est un bâtonnet qui fait une centaine de nanomètres de long, 100 nanomètres, voilà. 400 nanomètres de long, 100 nanomètres, alors comment ça se passe 100 comme ça, 50 dans cette direction et 400 comme ça. Et ce qu'on voit apparaître ici, c'est des zones rouges, donc le champ électromagnétique est fortement amplifié, c'est un facteur 100 en rouge par rapport à l'excitation, 0,1 en bleu. Donc il y a vraiment des pôles très très marqués autour de ce nanobâtonnet où le champ est 100 fois plus important. Tout à l'heure on avait un x5 quand on avait une sphère, donc là on a un x100 lorsqu'on a ce nanobâtonnet tel qu'il est ici, éclairé à 1375. Si je vais sur un autre mode, 770, cette fois-ci les zones de concentration de champ ne sont pas au même endroit. Vous voyez, près du ventre et auprès des deux extrémités. Et si je vais au troisième mode, à ces 130 nanomètres, on a là un effet qui est encore différent. Et donc c'est ça qui va permettre en fait de concentrer le champ à des endroits très spécifiques du nano-objet qui nous intéresse. Alors là, c'est un nano-objet encore qui est très simple, mais les gens s'intéressent à des nano-étoiles par exemple, ou des objets encore plus compliqués, pour pouvoir avoir des zones de hotspot, donc de champs très très exaltés, où ce champ va permettre d'exalter une fluorescence, va permettre de faire démarrer un chauffage très localisé, en tout cas d'essayer de l'utiliser. C'est un peu une sculpture du champ électromagnétique qui est rendue possible lorsqu'on arrive à faire, il faut arriver à faire des objets comme ceci, arriver à les modéliser pour savoir ce qui se passe, et c'est là où la chose n'est pas gagnée, n'est pas évidente. Ces champs sont utilisés pour faire de l'exaltation, même du champ Raman, ça je vais le laisser passer, en fait, avec ce qui s'appelle des shiners. L'idée c'est d'avoir du cœur coquille, donc l'or au centre pour avoir cet effet plastron, exaltation de champ, et autour de mettre une coquille de silice qu'on sait mieux fonctionnaliser et qui permet de faire une réactivité spécifique et qui permet aussi d'isoler électriquement la nanoparticule des fluorophores par exemple, parce que vous avez peut-être entendu parler du quenching de la fluorescence, c'est-à-dire lorsqu'on met un objet fluorescent trop près de la nanoparticule métallique, l'électron excité par fluorescence est relaxé vers le métal et donc ça éteint la fluorescence. Donc on a intérêt à mettre une petite zone isolante, et c'est ce qu'il fait ici, pour éviter ce quenching. Mais plus la zone isolante est forte, plus le champ va venir s'atténuer. Donc c'est un bon réglage entre la taille du cœur, la position de la coquille, la position du plastron qu'on recherche, pour arriver à maximiser ces effets-là. Voilà. Je pense que oui. Pas trop. Ça c'était donc la dernière petite partie de deux transparents. Ce
des effets d'application thérapeutique de cette personne, Larry Alas, qui m'impressionne beaucoup, je dois dire, parce que c'est quelqu'un qui est une opticienne, qui a fait beaucoup de calculs plasmoniques au niveau quantique, et qui, de son labo, a décidé de regarder, a suivi ou créé, je ne sais pas, en fait, cette onde pour aller vers les thérapies. Et là, actuellement, il me semble qu'elle travaille avec le gouvernement américain sur 5 hôpitaux pilotes pour tester des thérapies à partir de ces nanoparticules. Donc ici, elle a construit des Gold nanomatrioshkas. Donc, vous savez, ces poupées russes emboîtées les unes dans les autres, des cœurs coquilles, autrement dit, as efficient near-infrared photothermal transducers for cancer treatment, benchmarking against nanoshells. Donc son article essaie d'arriver à regarder comment est-ce que ces nanomatrioshkas sont aussi efficaces que des cœurs coquilles plus conventionnels. Donc ces nanomatrioshkas, c'est de l'or, silice et or. Donc elle regarde tous les effets plasmoniques qu'elle peut avoir, et ensuite elle a fait des tests sur les tumeurs du cancer du sein triple négatif chez la souris, avec des taux de survie qui sont excellents, puisque, alors, là on voit une souris, c'est donc le nombre de jours de survie de la pauvre souris qui a son cancer, à qui on a inoculé soit des nanomatrioshkas comme ceci, soit des nanosphères comme celle-ci avec des nanoshells comme celle-ci, ou soit rien du tout. Donc celles qui n'ont rien eu au bout de 20 jours, elles décèdent. Celles qui ont été reçues, donc les nanosphères, les nanoshells, et puis un traitement laser. Donc le principe, c'est quand même, ça je voulais le dire, de positionner autour de ces nanoparticules d'or des récepteurs qui sont spécialement actifs autour des protéines surexprimées par le cancer. Donc ça ne marche pas pour tous les cancers, mais donc, le résultat, c'est que les nanoparticules vont venir s'agréger autour de la tumeur malade. Une fois qu'elles sont là, on vient utiliser un laser qui peut traverser la peau, donc plutôt dans la fenêtre biologique, c'est-à-dire au-delà des 800 nanomètres, donc de l'infrarouge. Et donc il y a un petit centimètre de pénétration, quelques centimètres. Et donc ça permet d'arriver à irradier cette tumeur. Et donc quand on irradie une souris qui n'a pas aucune nanoparticule, elle meurt au bout de 20 jours. Une souris qui a ses nanoshells, elle survit un petit peu plus longtemps. Voilà, ça c'est une qui meurt au bout de 40 jours, l'autre au bout de 60, et au bout de 80, il y en a encore une de vivante. Et quand on utilise les nanomatrioshkas, il y en a une qui est toujours vivante, semble-t-il, et une qui est morte, qui est morte au bout de 60 jours. Donc, ce qui intéresse, en fait, cette prof, Mme Alas, elle est partie vraiment de l'optimisation de la géométrie pour aller jusqu'à c'était thérapeutique. Elle a fondé une optimisation de la géométrie, l'optimisation du placement, pour aller jusqu'à c'était thérapeutique. Elle a fondé une entreprise, une start-up en 2007, avec des anciens étudiants basés sur des brevets, et ils distribuent donc aux hôpitaux les nanomatrioshkas avec de l'aide pour pouvoir faire des thérapies. Alors, je ne sais pas où ça en est, et ça c'est un petit peu une interrogation, parce qu'on en a beaucoup parlé, et à partir de 2012, je ne trouve plus aucune trace sur Internet de ça. Donc soit ça marche très très bien et c'est gardé secret, soit il y a un problème, et c'est sûr qu'on ne va pas le trouver par Internet, cette réponse-là, autrement. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que en fait, cette dame, l'intérêt, c'est qu'elle a su aller vraiment du très fondamental, et c'est un petit peu la démarche qui nous intéresse ici, à mesure, dans Nano, arriver à faire ces ponts entre le très fondamental, les électrons dans les solides, de la plasmonique, de l'optimisation des synthèses, de contrôle des différents processus
aller vers de la thérapie, pourquoi pas. En tout cas, donner à ceux que ça intéresse la connexion avec cette communauté qu'on a ici et maintenant à travers Orman. Et avec ça, je vais m'arrêter. J'ai épuisé mes 2 heures, peut-être vous aussi.